Il y a une question qui plane au-dessus de ce tournoi et que personne à la FIFA ne veut répondre directement. Pas à propos du football, pas à propos du tableau, des favoris ou du groupe qui ressemble à un broyeur de viande, ni du outsider qui aurait les moyens de faire une vraie percée. Une question d'un autre genre, une plus inconfortable. Chaque équipe réellement qualifiée peut-elle arriver ? Parce que 5 nations qui se dirigent vers cette Coupe du Monde portent un poids qui n'a rien à voir avec la préparation tactique, la profondeur de l'effectif ou la pression des attentes. Elles portent une incertitude réelle et non résolue quant à savoir si leurs joueurs, leurs officiels et leurs supporters peuvent surmonter les défis spécifiques que ce tournoi particulier, organisé dans 3 pays dans un climat d'une complexité extraordinaire, leur impose directement. Ce n'est pas une petite chose, c'est une histoire qui touche l'âme du sport. À ce que signifie réellement dire que le football unite le monde quand le monde ne trouve pas toujours le chemin vers le football. Ainsi, aujourd'hui, nous passons en revue 5 nations dont les situations à l'approche de cette Coupe du Monde soulèvent des questions qui méritent un examen sérieux et honnête. Pas d'hystérie, pas d'exagération, mais un regard lucide sur ce qui se passe réellement, que les fans qui suivent ce sport depuis des décennies méritent d'avoir. Commençons par la situation la plus aiguë, celle qui a généré plus d'incertitudes réelles que tout le reste pendant toute la préparation de ce tournoi. Iran. L'Iran s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Il s'est entraîné, il s'est préparé. Ces joueurs, qui n'avaient absolument rien à voir avec les décisions des gouvernements et qui voulaient simplement concourir dans le sport auquel ils ont dédié leur vie, ont suivi le même parcours de 4 ans que chaque autre nation qualifiée. Et dans les jours immédiatement précédant le début du tournoi, ces joueurs attendaient toujours leur visa pour entrer aux États-Unis. Toujours en attente, avec le match d'ouverture imminent, leur match de phase de groupe prévu à Los Angeles et à Seattle, et les documents requis pour entrer dans le pays hôte de leur propre tournoi toujours en suspens. Ce n'était que le 5 juin que les États-Unis ont finalement accordé les visas aux joueurs eux-mêmes, à seulement 10 jours du premier match de l'Iran. 10 jours. Pour une équipe qui s'est qualifiée il y a plusieurs mois. Mais les visas des joueurs ne sont qu'une partie de l'histoire. Plusieurs membres du personnel de soutien de l'Iran, dont Mehdi Taj, le président de la Fédération iranienne de football, se sont vus refuser l'entrée. 15 fonctionnaires administratifs et de gestion ont vu leur demande de visa rejetée. L'ambassadeur d'Iran au Mexique a indiqué directement à l'équipe que, selon les conditions attachées à leur visa, les joueurs doivent entrer et sortir du territoire américain le même jour que chaque match. Entrée le matin. Départ le même jour. Pas d'exception. La FIFA a pris une mesure précise en réponse à tout cela. Elle a autorisé l'équipe nationale iranienne à déplacer son camp d'entraînement des États-Unis vers le Mexique. Initialement, l'Iran prévoyait de s'entraîner à Tucson, en Arizona. Au lieu de cela, l'équipe a déménagé à Tijuana, juste de l'autre côté de la frontière de San Diego. Les joueurs traverseraient les États-Unis pour jouer leur match programmé, mais ils se prépareraient, récupéreraient et vivraient au Mexique plutôt que sur le sol américain. Réfléchissez à ce que cette disposition révèle réellement. Une équipe qualifiée pour un tournoi incapable de s'établir dans le pays hôte principal du tournoi. Utiliser un pays voisin comme base d'où traverser la frontière uniquement pour jouer leur match. Une disposition sans précédent dans l'histoire des Coupes du Monde. Une disposition qui a obligé la FIFA à gérer une situation que sa planification pré-tournoi n'avait clairement pas anticipée. Les joueurs eux-mêmes se sont exprimés avec une dignité et une composure qui méritent une réelle reconnaissance. Ce sont des footballeurs. Ils veulent jouer. Les circonstances géopolitiques entourant leur nation ne sont pas de leur fait et ne sont pas sous leur contrôle. Un responsable iranien a décrit les refus de visa comme, citons-le, une ingérence politique dans le sport sous sa forme la plus néfaste. Que l'on partage ou non cette caractérisation, la situation elle-même est indéniable. Aucune équipe de Coupe du Monde n'a jamais fait face à cet ensemble d'obstacles de cette manière. Et le fait que cela se soit produit lors d'un tournoi construit sur le langage de l'inclusion et de l'accueil rend le contraste d'autant plus difficile à ignorer. La situation de l'Iran représente le bord le plus tranchant d'un problème d'accès plus large qui touche plusieurs nations à l'approche de 2026, mais ce n'est pas le seul. Les nations africaines qualifiées pour ce tournoi portent une frustration spécifique qui s'est accumulée tout au long de la période de préparation et qui n'a jamais été adéquatement résolue. Les États-Unis ont introduit une exigence de caution de visa, un dépôt financier allant jusqu'à 15 000 $, qui s'appliquait aux supporters de 5 pays africains, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Tunisie. 15 000 $.
Dans le contexte des économies de ces nations, cette somme ne représente pas un obstacle, mais un bannissement effectif des supporters ordinaires souhaitant assister aux matchs de leurs propres équipes nationales. La plupart des fans de ces pays n'ont pas 15 000 $ disponibles sur un compte bancaire qu'ils pourraient bloquer comme dépôt auprès du gouvernement américain simplement pour acheter un billet d'avion vers un match de football. L'exigence a finalement été levée, mais seulement à la mi-mai, quelques semaines avant le début du tournoi, après des mois pendant lesquels les fans de ces pays ont tenté de planifier autour d'un obstacle, rendant la présence pratiquement impossible. Le dommage causé par des mois d'incertitude n'est pas annulé par une levée tardive. Les vols n'avaient pas été réservés. Les chambres d'hôtel n'avaient pas été bloquées. La fenêtre pour une planification abordable et réaliste était depuis longtemps fermée. Les supporters qui auraient pu voyager, qui voulaient voyager, qui avaient des équipes qualifiées à encourager, se sont retrouvés dans l'incapacité de faire ce que les supporters de chaque Coupe du Monde précédente ont toujours pu faire, suivre leur équipe. Il ne s'agit pas d'une injustice abstraite. C'est une grand-mère à Dakar qui ne peut pas regarder son pays jouer en Coupe du Monde. Un groupe d'amis au Cameroun qui a suivi chaque match de qualification et ne peut pas se rendre au tournoi pour lequel leur équipe s'est qualifiée. Des personnes réelles, des supporters réels, du football réel, et une barrière bureaucratique qui s'est dressée entre eux et le jeu qu'ils aiment pendant plusieurs mois de plus que ce qui aurait dû être le cas. La grâce est arrivée. Mais le timing montre quelque chose d'important sur la façon dont les besoins des supporters africains ont été pondérés dans la planification de ce tournoi. Le troisième pays dont la situation soulève de sérieuses questions est celui qui pourrait vous surprendre. Car, contrairement à l'Iran et aux nations africaines confrontées à des barrières de visa, les préoccupations de ce pays sont domestiques, internes et d'une certaine façon plus difficiles à résoudre, parce qu'elles proviennent d'un des pays hôtes du tournoi. Mexique. Le Mexique co-accueille cette Coupe du Monde. Il organise 13 matchs, dont des rencontres à Mexico DF et à Guadalajara. L'Azteca, récemment rebaptisé mais historiquement inchangé dans sa portée, accueille le match d'ouverture. La contribution du Mexique à ce tournoi en termes de culture footballistique, de passion et d'atmosphère est irremplaçable et authentique. C'est un pays qui vit et respire ce sport. L'atmosphère d'un stade mexicain lors d'une Coupe du Monde est quelque chose de véritablement spécial, et l'Azteca, la nuit d'ouverture, le sera exactement. Et pourtant, dans les semaines précédant le début du tournoi, un incident sécuritaire grave s'est produit sur l'un des sites touristiques les plus fréquentés du Mexique. Un tireur isolé a ouvert le feu au sommet des pyramides de Teotihuacan, site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des attractions les plus visitées du pays. Un touriste canadien a été tué. 13 autres personnes ont été blessées. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a reconnu publiquement que le site manquait de mesures de sécurité adéquates pour empêcher l'attaque. Le secrétaire à la sécurité du gouvernement a décrit cela comme, citons-le, un incident isolé, et a annoncé des mesures immédiates pour augmenter la présence de la garde nationale, intensifier les contrôles de sécurité et élargir les systèmes de surveillance sur les sites archéologiques et les grands lieux touristiques du pays. L'incident a immédiatement soulevé des questions sérieuses sur les protocoles de sécurité à l'approche d'un tournoi qui attirera des centaines de milliers de visiteurs internationaux dans les villes mexicaines. Le gouvernement s'est engagé à déployer 100 000 agents de sécurité à travers le pays, avec un accent particulier sur les 3 villes hôtes, Mexico DF, Guadalajara et Monterrey. Plus de 2000 véhicules militaires, ainsi que des avions et des drones, seront mobilisés avec des périmètres de sécurité établis autour des stades et des aéroports dans les principaux points. Ces questions s'ajoutent à un débat plus large sur la sécurité qui anime depuis toute la période de préparation du Mexique. L'État de Jalisco, où se situe Guadalajara et où 4 matchs de la Coupe du Monde sont prévus, a été au cœur des préoccupations sécuritaires liées à l'activité des cartels suite à une importante opération des forces de l'ordre plus tôt dans l'année. Le Mexique a déjà accueilli 2 Coupes du Monde. Le pays comprend ce que le football de tournoi exige. La compétence organisationnelle est là, la passion est authentique et profonde. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé une pleine confiance dans le Mexique en tant que nation hôte. L'attente réaliste est que les matchs dans les villes mexicaines se déroulent en toute sécurité et que l'atmosphère, notamment à l'Azteca, sera exactement ce que doit être l'ouverture d'une Coupe du Monde. Mais les questions sont réelles. Et les supporters qui se rendront dans les villes hôtes mexicaines méritent de savoir que ces questions sont prises au sérieux et non simplement apaisées par des assurances.
Le quatrième pays de cette liste illustre un aspect important du problème d'accès sous un angle totalement différent. Un type de préoccupation distincte. Pas de visa, pas de sécurité, mais de choix, Pays-Bas. Les Néerlandais se sont qualifiés pour ce tournoi avec une équipe de véritable qualité. Leurs supporters, parmi les plus engagés et les plus visuellement spectaculaires du football mondial, avaient en toutes les attentes de faire le voyage vers l'Amérique du Nord en nombre significatif. Ce sont des gens qui voyagent aux Coupes du Monde en vagues oranges, qui remplissent des sections entières de stades de bruit et de couleurs, qui ont fait de la culture de supporters néerlandaise l'une des plus reconnaissables du football international. Et puis, 167 000 citoyens néerlandais ont signé une pétition demandant à l'équipe nationale de ne pas y aller. 167 000 personnes, pas un mouvement marginal, pas un petit groupe d'activistes avec un agenda particulier. Une expression massive de préoccupation suffisamment sérieuse pour atteindre le cabinet néerlandais qui a finalement rejeté la position du boycott. L'équipe jouera, les joueurs veulent se tirer. Personne n'empêchera une équipe qualifiée de se rendre à la Coupe du Monde lorsque les joueurs eux-mêmes veulent être là. Mais l'ampleur de cette pétition, et le fait qu'elle émane de l'une des nations les plus passionnées de football d'Europe, avec une connexion profonde et authentique au jeu, révèle quelque chose de réel sur le climat dans lequel ce tournoi est organisé. Les supporters néerlandais qui, en temps normal, réserveraient promptement leur vol et se peindraient en orange des mois à l'avance, sont maintenant engagés dans une conversation nationale sur la pertinence d'y assister. C'est nouveau. C'est différent de tout ce que nous avons vu lors d'un grand tournoi récemment, et les Pays-Bas ne sont pas seuls. Les dirigeants de 20 fédérations européennes de football ont été impliqués dans des discussions de boycott lors de la préparation de ce tournoi. 20, pas 20 voix marginales. 20 dirigeants d'organisations nationales de football établis représentant des pays dont les supporters ont façonné l'atmosphère des Coupes du Monde pendant des générations. Le boycott ne s'est pas concrétisé au niveau de l'équipe nationale, mais le boycott individuel, le supporter qui décide de ne pas voyager, le fan qui vend son billet, la personne qui regardera depuis chez elle plutôt que d'effectuer le trajet, se manifeste. Il est visible dans les données de réservation d'hôtels. Il est visible dans les projections de sièges vides que les analystes publient pour certains matchs de phase de groupe. C'est la conséquence accumulée de mois de préoccupations sur les prix, les barrières d'accès et les incertitudes plus larges qui n'ont jamais été pleinement résolues. Pour les Pays-Bas spécifiquement, et pour la communauté européenne des supporters plus largement, ce tournoi représente quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé lorsqu'il a été attribué. Une Coupe du Monde qui exige un calcul qu'ils n'ont jamais eu à faire auparavant. Est-il sûr de se rendre sur place ? Pouvons-nous obtenir des visas ? Pouvons-nous nous permettre les billets ? Serons-nous les bienvenus ? Ces questions ne devraient pas exister lors d'une Coupe du Monde. Elles ne devraient pas exister. Et le fait qu'elles existent, pour les supporters néerlandais, pour les fans à travers l'Europe, pour les supporters de nations sur chaque continent, est la mesure la plus claire de la façon dont la préparation de ce tournoi a manqué aux exigences que le jeu méritait. Le 5e pays se situe dans une catégorie différente des autres, parce que ses préoccupations ne concernent pas l'accès, ni la sécurité, ni les barrières de visa, ni une déclaration politique. Elles portent sur quelque chose de plus fondamental à l'expérience du tournoi, sur la simple réalité pratique de ce qu'on demande aux fans ordinaires. Australie. L'Australie s'est qualifiée. Son effectif, construit autour d'une génération de joueurs évoluant dans les championnats européens, façonnés par l'élan de leur campagne extraordinaire au Qatar 2022, où ils ont atteint les quarts de finale pour la première fois de leur histoire, est arrivé à ce tournoi avec une ambition et une qualité véritables. Le projet de Graham Arnold a produit quelque chose de réel au Qatar. Les joueurs qui ont porté cette flamme jusqu'à 2026 représentent une génération de football australien qui mérite d'être vue. Mais la base de supporters voyageurs d'Australie fait face à un périple qui met à l'épreuve les limites de ce que les fans ordinaires peuvent raisonnablement être amenés à faire. De l'Australie à l'Amérique du Nord, à travers le Pacifique, à travers un décalage horaire qui rend la planification constante un véritable défi. Les billets, au prix fixé par la FIFA pour ce tournoi, représentent un engagement financier important en sus du coût déjà énorme du voyage. Lorsque l'on additionne les vols, l'hébergement et les billets de match, on parle de dizaines de milliers de dollars par personne pour une expérience complète de la phase de groupe. Ce n'est pas un engagement anodin. C'est une dépense de vie majeure. Les supporters australiens ont longtemps été parmi les plus dévoués voyageurs de longue distance du football, les fans qui sont allés en Allemagne en 2006.
ceux qui ont fait le trajet vers l'Afrique du Sud en 2010, ceux qui se sont rendus au Brésil en 2014. Ces personnes ont fait des sacrifices reflétant un amour profond et authentique pour le sport et leur équipe nationale. Ils l'ont fait avec des budgets serrés, une planification énorme et le type de dévouement que la plupart des cultures de supporters du monde reconnaîtraient et respecteraient. Ce tournoi leur demande de reproduire ces mêmes sacrifices dans un contexte où les prix des billets ont fortement augmenté par rapport à l'édition précédente et où les barrières d'accès ont rendu le processus de planification plus complexe que jamais. Le résultat est un contingent de supporters australiens attendu nettement plus petit que celui produit au Qatar. Pas parce que la passion a diminué, pas parce que l'amour pour les Socceroos s'est estompé, mais parce que le calcul pratique a basculé d'une manière qui exclut les personnes qui auraient autrement été présentes. C'est une perte silencieuse, celle qui ne génère pas de gros titres mais qui change l'atmosphère à l'intérieur d'un stade de façon réelle et importante. Ce qui relie ces 5 nations, l'Iran, les nations africaines, le Mexique, les Pays-Bas, l'Australie, c'est que leurs situations diffèrent dans leur nature spécifique, mais sont liées par un même fil conducteur. La Coupe du Monde 2026 a été le premier tournoi à intégrer formellement des critères de droits humains dans le processus de candidature. Chaque ville hôte a publié un plan décrivant les moyens qu'elle utiliserait pour promouvoir les droits humains et l'inclusion. Le langage de l'accès et de l'accueil a été intégré à la base même de la conception et de l'attribution de ce tournoi. La FIFA elle-même a rendu ses engagements publics et explicites, et la réalité vécue par plusieurs nations dans les derniers jours de préparation ne correspond pas pleinement à ce langage. Elle ne correspond pas pour l'Iran, dont les joueurs ont attendu jusqu'à 10 jours avant leur premier match pour savoir s'ils pouvaient même entrer dans le pays hôte, et dont les officiels de la fédération se sont vus refuser l'entrée totalement. Elle ne correspond pas pour les supporters africains qui ont été soumis à une exigence de caution de 15 000 $ pendant des mois, un obstacle qui a effectivement exclu des bases entières de supporters de la Coupe du Monde de leur propre équipe, et qui n'ont reçu un soulagement que trop tard, quand la fenêtre pratique pour voyager était déjà close. Elle ne correspond pas pour les supporters européens qui doivent désormais calculer la sécurité et l'accueil, des considérations qu'ils n'avaient jamais à faire lors d'un tournoi précédent. Cela importe parce que la Coupe du Monde est censée être plus qu'un exercice de revenus. Ce n'est pas un événement commercial qui implique le football. La Coupe du Monde est la plus grande expression de la finalité déclarée du jeu. Que le football unite réellement le monde, qu'il franchit les frontières, abat les barrières et crée des moments d'humanité partagés que rien d'autre dans le sport ne réplique. Ce ne sont pas des mots de marketing. Ce sont des mots que les amoureux de ce sport croient réellement. C'est pourquoi le tournoi compte ainsi. C'est pourquoi une grand-mère à Dakar s'en soucie. C'est pourquoi un groupe d'amis à Sydney commence à économiser des années à l'avance. C'est pourquoi un joueur iranien qui n'a rien à voir avec les décisions gouvernementales passe 4 ans à travailler pour un moment sur un terrain de football. Lorsque les nations ne peuvent pas installer leurs joueurs avant le début du tournoi, quand les supporters ne peuvent pas se permettre de suivre leurs équipes, quand la question de la sécurité du voyage vers une ville haute est réellement posée et ressentie, le but déclaré du tournoi est en tension directe avec la réalité de son organisation. La FIFA a constamment insisté sur le fait que tout est sous contrôle, que le tournoi sera livré, que le football parlera de lui-même. Et le football, une fois qu'il commencera, une fois les matchs joués, une fois la qualité extraordinaire de 48 nations s'affrontant en 104 matchs, générant les moments que ce sport crée toujours à son plus haut niveau, parlera effectivement. Personne qui aime ce jeu ne doute de cela. Le football sera réel, il sera brillant et il produira des choses qui rappelleront à chacun exactement pourquoi ce tournoi existe. Mais l'histoire de qui l'a entendu, qui était dans le stade et qui regardait depuis un canapé parce qu'il n'a pas pu y aller, de quels supporters ont fait le voyage et lesquels ont été repoussés par les prix ou la paperasserie ou les complexités spécifiques d'un tournoi organisé à ce moment précis, cette histoire sera aussi racontée. Elle fera partie de l'héritage de 2026 tant que les gens écriront sur ce tournoi. Longtemps après que le vainqueur soulèvera le trophée, les questions soulevées pendant cette préparation resteront dans le registre historique. Les 5 nations que nous avons abordées aujourd'hui ne sont pas seules dans leurs préoccupations. Elles représentent un tableau plus large d'accès et d'inclusion que cette Coupe du Monde n'a pas totalement résolu. Mais elles sont les illustrations les plus tranchantes de questions qui touchent le cœur même de ce que représente ce tournoi, pour qui il est réellement destiné, et si les promesses faites lors de son attribution ont réellement été destinées à être tenues. Dans 5 jours, l'Azteca se remplira. Le football commencera. Les joueurs qui ont passé 4 ans à travailler pour ce moment auront leur chance.
Et aussi compliqué que le chemin vers ce moment ait été, les joueurs iraniens qui ont attendu jusqu'au dernier instant pour savoir s'ils pouvaient même se présenter, les supporters africains qui ont été exclus par une exigence de caution qui n'aurait jamais dû exister, les fans européens qui font un calcul que leurs parents n'ont jamais eu à faire lors d'une édition précédente, les Australiens qui évaluent si le voyage est même financièrement possible, lorsque le premier ballon sera botté à Mexico DF, le jeu sera là, faisant ce que le jeu a toujours fait. Transcendant les circonstances qui l'entourent, produisant quelque chose que les amoureux du football reconnaissent immédiatement ou qu'ils regardent, que ce soit depuis un siège à l'Azteca ou depuis un canapé à l'autre bout du monde. C'est cela le sport. Il continue d'apparaître, même quand les institutions qui l'entourent ne le font pas.